Il faut savoir qu'en droit international, cette question-là, c'est-à-dire celle de l'accès au juge en tant que tel sur les questions environnementales, n'est pas tranchée. Ce qui est un paradoxe, puisque quand vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre, que la matière environnementale est la deuxième source de droit international après le commerce. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 conventions internationales qui traitent des questions environnementales. Eh bien, pas une, si, il y en a une, j'y viendrai, mais il n'y en a pas une, disons, universelle, ou en tout cas au niveau mondial, qui règle cette question-là et qui est une question primordiale, qui est une question de base, puisque c'est celle qui détermine qui a accès au juge pour poser des questions au juge sur la manière dont est traité l'environnement. Le premier sommet de la Terre, Stockholm, donc 1972, essaye de régler la question à sa manière. C'est-à-dire qu'on se demande effectivement quel droit pour l'environnement, comment est-ce qu'on peut traiter la question de l'environnement pour nos générations, mais aussi pour les générations futures. Et la proposition de Stockholm, c'est de traiter ça comme un droit humain universel. C'est ça la proposition de Stockholm, et donc ça débouche sur le premier considérant de Stockholm, qui est magnifique, je veux dire, je peux vous le lire, c'est rapide. L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Dignité, le bien-être, enfin tout est là, c'est vraiment un droit humain. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. C'est une proposition absolument parfaite. Bien. Sommet de la Terre, le principe, vous le connaissez, ou vous ne le connaissez pas, mais je vais vous le révéler. Le sommet de la Terre, l'idée à partir de Stockholm, c'était qu'on se donnait rendez-vous tous les 10 ans pour faire un état des lieux et puis améliorer tout ça. Bon, bref, Nairobi, passons, 10 ans plus tard, il ne se passe rien. Et Rio, 20 ans après, donc, on a changé un petit peu la formulation de la question, et l'environnement n'est plus seulement un droit humain, ça devient en quelque sorte un droit économique. Et je vous lis le premier considérant de Rio, c'est-à-dire ce sur quoi a débouché cette conférence, qui n'est pas liant, je veux dire, ce n'est pas un texte international, ce n'est pas une convention, ce n'est pas quelque chose qui lie les États, c'est simplement une déclaration faite par tous les États à l'issue de cette conférence. Et donc ça nous dit ceci: les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Donc vous voyez, le développement durable revient à la charge, c'est normal. On est au Brésil, c'est un pays qui souhaite se développer. Ils ont droit à une vie saine et productive. Donc vous voyez, notre droit humain, il est en train de reculer, une vie saine et productive, et en harmonie avec la nature. Donc la nature arrive vraiment à la fin de la proposition, on a le droit de s'enrichir et tout ça, et en harmonie avec la nature. Bon. Donc vous voyez, c'est pas gagné. Alors je vous dis ça, ça n'a pas beaucoup de portée, mais en tout cas juridiquement invocable, tous ces textes-là, mais pour vous montrer comme c'est difficile, cette question-là de l'intérêt à agir, qui n'est pas neutre. Je veux dire, avoir accès à un juge, c'est déjà le commencement d'une contestation, et d'une contestation qui a un poids. Eh bien, ce n'est tranché par pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au niveau international, il y a un seul texte, et qui n'a pas une vocation universelle, qui traite de ces questions-là, c'est la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus, elle a été adoptée sous l'égide de la Commission régionale des Nations Unies pour l'Europe. Donc en fait, elle touche 39 pays. Et elle repose en fait sur 3 piliers, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'on vit dans une meilleure société quand on a accès aux informations en matière environnementale, etc. C'est-à-dire que ça fait le lien entre démocratie et environnement, si vous voulez, la Convention d'Aarhus. Donc elle repose sur 3 piliers: l'accès à l'information environnementale, la participation du public, et le 3e pilier, celui qui nous intéresse, l'accès à la justice en matière d'environnement. Bien. Cette convention-là, donc, elle concerne que l'Europe, et l'Europe au sens un peu plus large que l'Europe, puisqu'elle va jusqu'au Kazakhstan, donc c'est l'Europe élargie, disons, et elle a été adoptée par la France, elle a été adoptée par l'Europe aussi, elle donne lieu à des directives, ce qui fait que les pays européens, au sens large, ont dans leur juridiction, enfin dans leur comment dirais-je, dans leur ADN juridique, la possibilité, elle le prévoit, c'est prévu par cette convention, la possibilité de s'adresser à un juge pour demander un certain nombre de choses en relation avec l'environnement. Bien. Au niveau national, maintenant, en France, comment est-ce que cette question elle est réglée? Elle est réglée simplement par des textes de procédure.
C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte, par exemple dans le code civil ou le code pénal, qui dit que toute personne a droit à revendiquer ou à demander des dommages-intérêts dans le cas d'une atteinte grave à l'environnement. Non, on a réglé ça de manière processuelle. C'est dans le code de l'environnement, mais ce sont des articles de procédure qui reconnaissent à un certain nombre de personnes morales essentiellement, c'est-à-dire des associations de protection de l'environnement ou des collectivités, lui reconnaissent le droit d'ester en justice pour assurer la protection de l'environnement. Et tout par-delà, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contentieux environnementaux si quelque part on n'avait pas cette autorisation écrite quelque part dans la loi. Alors, c'est perfectible, hein, ce n'est pas un système génial, hein, je le dis tout de suite, c'est un système en France d'agrément ministériel, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Environnement qui délivre un agrément, c'est un acte administratif à des associations comme Greenpeace, France Nature Environnement, les Amis de la Terre, etc. Et cet agrément fait présumer leur intérêt à agir, c'est-à-dire leur permet d'aller voir un juge en disant on a dégradé la rivière en bas de chez moi, ou etc. Et donc j'ai le droit de demander réparation. C'est-à-dire que c'est une sorte de démembrement de l'intérêt général et les associations peuvent revendiquer cette part de l'intérêt général et aller se plaindre devant un juge. Bien. Voilà comment ça marche. Tout ça pour dire, et j'en aurais terminé sur la première partie de l'exposé, l'intérêt à agir, que la question de l'intérêt à agir et de l'accès au juge, elle est globalement bonne en Europe et en France en particulier. On est dans des pays dans lesquels il est possible d'aller voir un juge et de lui dire il y a quelque chose qui ne va pas en relation avec l'environnement, ou je demande des dommages-intérêts quand un pétrolier qui s'appelle Erika, puisqu'on arrive là, dans le 20e anniversaire de la catastrophe de l'Erika, eh bien, ça fait partie des choses possibles. On peut saisir un juge pénal pour lui dire, voilà, vous avez déversé une saloperie qui s'appelle du fioul lourd sur nos côtes, vous devez réparer le préjudice que vous avez causé à la nature, et donc vous serez condamné à payer. Ça, c'est rendu possible, donc, grâce à cette convention notamment, en Europe et en France. Donc, globalement, l'accès au juge en France, elle est bonne. Voilà, pour la première proposition, donc tout n'est pas perdu, on peut faire des choses. Juste une parenthèse, elle est bonne en France et en Europe, mais elle est très peu largement partagée, cette possibilité. Il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, je ne vais pas les citer, mais prenez l'Indonésie, prenez la Russie, prenez même le Brésil d'une certaine manière, il y a plein de pays, ou même l'Équateur, dans lequel j'étais il n'y a pas longtemps pour des missions de la FIDH. Dans tous ces pays-là, on ne peut pas, comme on le fait chez nous, aller voir un juge pour lui dire l'affaire du siècle, ceci ou cela, c'est tout simplement pas envisageable. Les associations existent, mais elles ne peuvent pas s'adresser à un tribunal pour demander réparation pour un préjudice ou demander de ne pas autoriser l'ouverture d'une centrale thermique, etc. Ce n'est tout simplement pas envisageable. Donc, si vous voulez, il faut quand même prendre conscience qu'on est dans un privilège, quelque part, de pays riches. La plupart des pays dans le monde ne permettent pas cet accès encore aujourd'hui. Et on est 40 ans ou 50 ans après Stockholm 72, vous voyez. Donc, ce n'est pas encore gagné au niveau mondial. Voilà. J'en viens maintenant à ma deuxième proposition. Alors là, évidemment, je recentre le débat, puisque je vous ai dit qu'on avait globalement un accès à la justice environnementale qui était bon en France. Maintenant, mettons-le à l'épreuve des faits. Alors, je ne vais pas développer tous les exemples, il y en a. J'ai aussi des exemples dans ma propre jurisprudence. Je fais juste un aparté parce qu'il est beaucoup question de l'affaire du siècle, l'affaire autonomée du siècle. Moi, j'ai l'impression de faire du contentieux climatique depuis des années. Simplement, voilà, on ne m'a pas dit que ça s'appelait comme ça, mais quand j'ai fait annuler 2 projets de centrales thermiques qui rejettent chacun 32 millions de tonnes de gaz à effet de serre dans la nature et qu'ils sont annulés par un tribunal administratif, j'ai un peu l'impression de faire du contentieux climatique. Mais bon, passons, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Bon, quoi qu'il en soit, mettons à l'épreuve certaines parties du droit. Hein. Je vais prendre un exemple. Évidemment, je prends un exemple qui n'est pas celui qui est le plus favorable, disons, à l'État. Je prends l'exemple du nucléaire. Puisqu'on est dans une démocratie environnementale et qu'on a un accès au juge, qu'est-ce qui se passe quand on parle à un juge de nucléaire? Voilà ce que je voulais développer en quelques mots. Bien. Là, je vais être franc avec vous, les choses se compliquent. Bon. Pourquoi, je ne sais pas, ça mériterait des études sociologiques, etc. Moi, j'ai une petite tendance à penser que le nucléaire, c'est une religion d'État.
C'est une question qui, jusqu'à il y a quelques années, faisait un consensus dans la classe politique. Vous preniez du Parti communiste jusqu'au Front national, tout le monde était pour le nucléaire. Donc en fait, la question ne faisait pas débat, en tout cas politiquement, et vous savez dans quelles conditions la décision de construire 58 centrales nucléaires a été prise en France. Or, tout débat démocratique, c'était une décision de transition prise par Pierre Messmer. Il n'y a pas un décret, il n'y a pas une loi, enfin on n'a pas débattu de la question de savoir si c'était pertinent ou pas de se lancer dans cette aventure. Ça a été fait comme ça, et maintenant, on doit gérer, si j'ose dire. Mais bon, voilà. Donc, sur le nucléaire, est-ce qu'on peut débattre du nucléaire comme ça en France? Est-ce qu'on peut saisir un juge? Est-ce qu'on peut avoir une chance d'être entendu? Alors, j'ai envie de vous répondre et de vous donner de l'espoir, parce qu'en ce moment, il y a un tel défaitisme qu'on a l'impression que tout est foutu, tout est perdu et que ça ne sert à rien de faire des choses. Il y a eu peu de contentieux, soyons honnêtes, mais il y a quelques contentieux qui ont donné des résultats. Bien. Un en particulier auquel je pense, parce que je me suis directement impliqué, qui concernait Greenpeace. Greenpeace a attaqué devant non pas un tribunal administratif, mais un tribunal civil, un tribunal de grande instance de Cherbourg, a attaqué une décision de la France qui était surprenante. La France était dotée d'une loi sur les déchets nucléaires, parce que ça, c'est une autre particularité du nucléaire en France. On commence par construire des centrales nucléaires, et après, une fois qu'on a commencé à les construire, on se dit, au fait, qu'est-ce qu'on va faire des déchets que va générer tout ce truc-là? Ah oui, c'est une bonne question, on va faire une loi. Et la loi, donc c'est la loi du 30 décembre 1991, dite loi Bataille. Et que dit la loi? Elle est intéressante, ça vaut le coup de la lire quand même, parce que la loi, elle dit clairement, on ne sait pas ce qu'on va en faire des déchets. Alors, comme on ne sait pas ce qu'on va en faire, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. Ça vous rappelle quelque chose? On se donne rendez-vous dans 10 ans, et puis dans 10 ans, on saura qu'est-ce qu'on va en faire. Bon, eh bien, dans cette loi, il y a un article 3 qui était fort intéressant, qui était un principe prudentiel de bon sens. Il y a un article 3 qui disait en gros que la France n'avait pas le droit d'importer des déchets étrangers pour les stocker définitivement sur son territoire. L'idée, c'était d'éviter qu'on serve de poubelle nucléaire à la terre entière. Bien. Et donc, Greenpeace a décidé d'interroger le juge et de dire « Mais attendez, monsieur le juge, là, on est en train de nous expliquer qu'on va importer des saloperies qui viennent d'Australie et tout ça pour les stocker dans l'usine de La Hague pour une période indéterminée. C'est illégal tout ça. La loi, elle dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. » Donc on a eu un contentieux très très long, perdu, gagné, enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis on a fini par gagner. Voilà. Et le juge a dit effectivement illégal. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de stocker, on ne peut pas servir de poubelle à la terre entière, quoi. Bon. Donc on a gagné devant la cour d'appel de Caen, Orano, Areva, je ne sais plus comment il s'appelle. Cogema à l'époque, enfin bon, peu importe, il change de nom parce que c'est pas sexy. Cogema, Compagnie Générale des Matières Atomiques, le vilain mot et tout. Donc non, Areva, c'est du rêve et tout, sauf que le rêve, bon, vous avez vu comment ça finit en cauchemar, donc maintenant c'est Orano. Bon, bref, peu importe. Mais Orano vient expliquer au juge et tout qu'on n'a rien compris. Enfin bref, le juge ne se laisse pas intimider, condamne la France, illégale. On n'a pas le droit de stocker et tout ça, donc les déchets, hop, ils repartent en Australie. Merci. Cour de cassation, donc ils font un pourvoi en cassation, la plus haute juridiction française, et la Cour de cassation valide le principe, et en fait même un arrêt de principe, c'est-à-dire la Cour de cassation, quand elle veut marquer un point, elle dit, voilà, et elle donne la définition du déchet, parce que ça, c'est la spécialité de l'industrie nucléaire, c'est qu'il n'y a pas de déchets dans l'industrie nucléaire. Il n'y a que des matières potentiellement valorisables dans 10 ans, dans 50 ans, dans 2000 ans, dans 1 million d'années. Un jour, on saura peut-être quoi en faire. Bien. Donc, la Cour de cassation nous donne raison et on gagne. Donc, vous voyez, espoir. On peut gagner. C'est possible. Sauf que, et c'est là où ça se complique, ce truc-là, finalement, c'était une victoire à la Pyrrhus. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné une belle décision de la Cour de cassation. 6 mois plus tard, la loi du 28 juin 2006, vous vous souvenez, on s'était dit, la loi de 91, ils se donnaient rendez-vous dans 10 ans. Comme personne ne savait quoi faire de ces déchets, on attendait, et personne ne bougeait. Alors là, ils se sont dit, c'est providentiel, on a cet arrêt dégueulasse de la Cour de cassation qui nous emmerde, donc qu'est-ce qu'on fait? On va adopter en urgence, procédure d'urgence, une loi sur les déchets, et puis comme ça, on va leur abattre le caquet. Donc, grâce ou à cause de cette décision favorable, le législateur est venu faire une loi à toute vitesse pour annuler en fait les effets bénéfiques de cette décision, de notre point de vue. C'est-à-dire que là, ils ont fait une usine à gaz en disant « mais si, on a le droit de stocker des matières importées, etc. » Après, ça fait l'objet de traités internationaux, vous comprenez, c'est des choses trop importantes pour les laisser
entre les mains d'un juge qui ne comprend rien, donc il n'a rien compris, c'est un traité international, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, bref. En tout cas, et de là est né, si vous voulez, de cette loi, est né, finalement, ça, on a un peu précipité les choses, vous voyez, c'est le côté négatif, c'est-à-dire qu'on a forcé quelque part le gouvernement à réagir à cette décision, et c'est de là qu'est né aussi, d'une certaine manière, ça a hâté, si vous voulez, les décisions sur ce qu'on ne savait pas quoi faire des déchets, et donc c'est ça qui a provoqué de fil en aiguille la décision, de mon point de vue catastrophique, d'enfouir ces déchets à Bure. Et donc j'en viens, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour 5, 4, 5, pour développer la question de Bure. Et là j'en viens donc, vous connaissez Bure, vous voyez ce que c'est, ouais, oui, tout le monde connaît, bon, d'accord. Et là, si vous voulez, c'est le contre-exemple, et c'est là où ça touche notre sujet sur les droits humains, les droits de l'homme. Bure, si vous voulez, pour moi, c'est un exemple absolu de criminalisation d'un mouvement de contestation. C'est-à-dire ce qui se passe en ce moment à Bure, alors ça a été documenté, il y a quelques articles, j'ai vu à un moment donné un très bon article il y a quelques mois, double page de Libé, il faut voir ce qui se passe à Bure en ce moment, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a eu une contestation de type ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes, et elle a été matée de manière extrêmement efficace par le juge d'instruction, le procureur de la République. Enfin, certaines personnes ont été mises en prison. Il y a eu un départ de feu de rien du tout dans le... Enfin, rien du tout, c'est mon point de vue d'avocat. Mais disons, voilà, il y a eu un départ de feu, ne le qualifions pas, dans le réfectoire. Il n'y avait personne, mais le réfectoire de l'Andra, donc, qui gère les déchets. Et puis là-dessus, une manifestation non autorisée. Et de là est partie une enquête de police dont je ne peux pas parler parce qu'elle est couverte par le secret de l'instruction, mais enfin une enquête de police qui a vu mettre en examen des avocats, des personnes, etc. Donc vous voyez, on peut se demander aussi si le nucléaire ne fait pas un petit peu perdre ses esprits à tout le monde dans cette histoire. Et là, moi, je suis un peu inquiet, je vous le dis très franchement, parce que ce que je vois faire dans ce petit laboratoire de l'enfouissement des déchets dont on veut absolument taire la contestation, ce que je vois naître là, dans cet endroit, c'est exactement ce que je voyais, ou je vois encore quand je fais des missions pour la FIDH en Amérique latine, c'est-à-dire tous les mécanismes de criminalisation des mouvements sociaux. Là, j'étais en Équateur il y a 2 ans ou 3 ans, aux côtés des nationalités Shuar. Shuar, on les appelait les Jivaro à l'époque, enfin c'est des peuples amazoniens. Le gouvernement de Corée, qui passe pour être progressiste et tout ça, a voulu financer un développement de ses services publics au prix de concessions minières hâtivement concédées. Et d'un seul coup, les Chinois et d'autres sont venus avec grande voracité pour occuper une partie de l'Amazonie et puis faire leurs projets miniers absolument dégueulasses en ne tenant pas compte des droits des peuples autochtones sur la région. Et ce que j'ai vu là-bas, si vous voulez, ça ressemble beaucoup à ce que je vois à Bure. C'est-à-dire une forme de criminalisation de tous ces mouvements sociaux. On envoie ceux qui ne sont pas d'accord en prison, on essaye de les museler, on envoie des CRS, enfin là-bas ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça revient au même. On envoie des CRS à la première manifestation non autorisée, on fait des instructions pour n'importe quel motif, et puis on met en prison les opposants. On a à peu près les mêmes phénomènes. Et là, je vous le dis franchement, j'ai une petite inquiétude, parce que quand je vois reproduire ici en France un pays dans lequel je vous avais dit qu'en principe il y a une justice environnementale, etc., et que je vois des mécanismes de ce type se mettre en place, je dis qu'il faut faire attention. Et que donc le nucléaire doit être aussi, pour nous, un laboratoire intéressant. Il faut regarder comment réagit le gouvernement et comment réagissent les juges face à cette question du nucléaire, parce qu'elle dit beaucoup, en fait, sur le recul ou l'avancée des droits humains en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention.